17 erreurs à absolument éviter quand on fait de la peinture acrylique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ma première vidéo sur les erreurs date de 2018, il était temps que je fasse une mise à jour. Dans une première partie, on va voir toutes les erreurs liées au matériel, puis ensuite une partie sur la psychologie. Première erreur, acheter de la peinture bon marché. Alors je m'explique. J'ai toujours privilégié effectivement le matériel simple. Bon rapport qualité-prix, donc d'entrée de gamme, que ce soit du matériel scolaire ou d'études, il n'y a aucun souci avec ça, vous pouvez en prendre. Par contre, attention de donner votre confiance à des marques connues, des marques qui ont fait leurs preuves dans le temps. Delaunay, Golden, Liquid Sex, Amsterdam, PBO, voilà quelques exemples de marques connues. Vous pouvez très bien dans ces marques prendre du matériel d'entrée de gamme qui aura un rapport qualité-prix très satisfaisant. Si par contre vous allez dans certains discounts comme Action, pour ne pas le citer, que vous prenez des packs de peinture à 1 ou 2 euros le pack, eh ben, vous comprendrez qu'il y a un problème. Il y a forcément un problème pour ce prix-là. Vous allez vous retrouver avec des peintures qui n'ont aucune opacité, avec des pigments de piètre qualité qui sont vraiment très peu présents dans votre peinture, donc un manque d'intensité au niveau des couleurs, une peinture quasiment transparente. Quand vous allez mélanger vos teintes, ça va être la catastrophe, donc fuyez ces marques-là. Vous allez perdre du temps et vous risquez de vous frustrer et de plus jamais peindre. Deuxième erreur, acheter des châssis bon marché. C'est pareil, au début on se fait la main sur du papier, du carton, des cartons entoilés. Généralement l'étape d'après c'est la toile. Et quand on passe sur la toile, c'est pareil, on pense qu'on va pas garder notre œuvre, donc qu'est-ce qu'on fait? On achète du premier prix. Et le premier prix, le problème c'est que vous allez vous trouver avec un bois de très mauvaise qualité, ça va vriller dans le temps, donc c'est des tableaux que vous n'allez pas pouvoir garder. Et croyez-moi, vous allez être frustré de ne pas pouvoir garder vos premiers tableaux. La toile très mauvaise qualité, du mauvais coton, qui va se tendre à outrance et se détendre en fonction de l'humidité, des saisons, ça va forcer sur votre châssis, elles vont mal être apprêtées quand elles le sont. Donc l'apprêt très mauvaise qualité, qui vient à craqueler avec le temps, vous allez être obligé de remettre du gesso ou de... Voilà, non. Exactement comme pour la peinture, vous pouvez faire confiance à des marques qui justement, pour qui c'est leur métier, et acheter leur entrée de gamme pour commencer. Et après, monter en gamme petit à petit. Moi aujourd'hui, je peins sur du Master Toile, c'est des très très bons châssis. Je comprends qu'en tant que débutant, on n'ait pas envie de peindre sur ce genre de châssis. Par contre, en termes de rapport qualité-prix, vraiment excellent. Troisième erreur, vouloir trop de matériel. Bah oui, quand on fait de la peinture, on veut tous les pinceaux, on veut toutes les peintures possibles, on veut tous les médiums. Et le souci, c'est que la plupart du temps, vous n'allez pas avoir besoin de tout ça. Vous n'allez pas avoir besoin de tout ça, vous allez le stocker, et ça a un coût. Ça a un coût, bien entendu. L'acrylique, c'est une peinture merveilleuse qui peut se suffire en l'utilisant avec de l'eau. Moi, généralement, j'utilise que de l'eau dans mon acrylique. Bien sûr, j'utilise des médiums après pour créer de la matière, comme du molding paste, haute densité, du mortier, ce genre de choses. Mais sinon, j'utilise de l'eau, même pour mes glacis. J'utilise de l'eau dans mon acrylique et ça fonctionne très très bien. Et le souci aujourd'hui, c'est un peu comme pour tout dans la vie, c'est le marketing. C'est-à-dire que les marques vont chercher à vous vendre beaucoup de choses. Et souvent des choses pour lesquelles vous n'avez pas le besoin. Par exemple, pour du pouring, vous avez 1001 médiums. Plein de médiums, alors qu'en fait, c'est tous les mêmes. Et vous avez même maintenant des packs pour, par exemple, le pouring, donc avec une peinture spécifique, un médium spécifique et du matériel spécifique. Ça commence à faire beaucoup. Et le souci, c'est qu'en fait, vu qu'on n'a pas souvent confiance en nous, on veut le meilleur matériel pour les meilleurs résultats, donc on va avoir tendance à essayer plein de choses. Mais finalement, c'est pas le matériel qui fait l'artiste, c'est vraiment la pratique. Autre problème pratique ici, c'est utiliser trop de peinture. On a beau se dire, il faut pas que j'utilise beaucoup de peinture, mais on fait toujours cette erreur. Donc, sur votre palette, vous préparez un peu de peinture, et si en plus vous allez faire un mélange et que vous ne connaissez pas forcément les quantités qu'il faut en fonction des teintes, parce qu'en fonction de ce que l'on veut, il va falloir plus d'une couleur ou d'une autre, donc autant y aller très doucement. Petite quantité de peinture, commencez à mélanger, regardez ce qui se passe, et après, augmentez les quantités. Mais allez-y tout doucement, sinon vous allez à coup sûr gaspiller votre peinture. Autre erreur, c'est ne pas faire de mélange. On voit un tableau, on se dit « Waouh, magnifique, je me lance, ça y est, il y a du rouge dans ce tableau, alors qu'est-ce que je vais prendre ?» Je vais prendre toutes les couleurs que je vois, je vais m'enseigner un peu. Donc, un rouge de cadmium, un magenta, un crimson, après je vais prendre des bruns, terre d'ombre brûlée, il me faut aussi des jaunes, des oranges, donc jaune de cadmium, orange de cadmium moyen, etc. etc. Là, vous en sortez plus. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que vous allez retrouver avec plein de tubes qui servent à pas grand-chose. Avec les 3 couleurs primaires, vous pouvez tout faire. Avec l'aide du noir, du blanc, pour jouer sur plein de choses, mais avec vos couleurs primaires, chromatiquement parlant, vous pouvez faire toutes les teintes. De plus, en expérimentant les mélanges, vous allez apprendre toute la théorie des couleurs, et les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, et au-delà de ça, c'est-à-dire les harmonies.
Et quand vous allez comprendre tout ça, ça va vraiment être un élément qui va booster votre compréhension des couleurs et votre créativité. Vous allez pouvoir traduire votre créativité en disant oui, j'ai telle couleur, ok, ah tiens, chromatiquement parlant, si je glissais de mon magenta pour aller chercher un violet, etc. Et c'est à mes yeux un indispensable. Et en plus, vous allez faire des économies, vous n'aurez besoin que de 3 tubes de peinture. Alors parfois, moi ce que je recommande pour gagner du temps, c'est d'avoir les 3 primaires en tube, mais aussi d'avoir les secondaires en tube. Et après, en mélangeant les secondaires, les primaires, vous pouvez faire rapidement les tertiaires, sans forcément passer un temps trop long à faire vos mélanges. Ensuite, ne pas apprendre la théorie des couleurs. Ça, c'est très très important. Moi qui suis un autodidacte, qui ai foncé tête baissée dans le passé, j'ai pas appris la couleur, ou du coup j'ai mal appris. Comprendre comment on fonctionne par exemple avec la matrice, l'approche TSV, teinte, saturation, valeur, on peut tout faire. On peut, chromatiquement parlant, gérer les teintes, gérer les niveaux de saturation, avec une teinte très acidulée pour aller vers le grisonnant, et aussi, surtout, gérer la valeur. C'est des choses qui s'apprennent. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai quelque chose à vous proposer au niveau de la couleur, c'est 50 nuances d'abstrait. Tout est autour de la compréhension de la couleur via mon approche pour l'acrylique. Je vous mets le lien ici. Et on y vient, autre erreur, les valeurs. Oubliez la gestion de la lumière. La lumière, comment ça se gère? Il y a les valeurs. Les valeurs, ça c'est très 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 important. Moi, c'est ce qui a tout changé dans mes œuvres. C'est vraiment d'apprendre à comprendre comment fonctionnent les valeurs. Au début, on est perdu. On cherche à foncer une teinte ou à l'éclaircir, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on veut quelque chose de plus lumineux, moins lumineux ou autre. Mais le problème, c'est qu'on mélange trop de choses, c'est-à-dire la chroma, tout ce qui est chromatique, la teinte, avec les aspects de lumière, les valeurs. Les valeurs, c'est bien de l'apprendre avec une grisaille, avec le noir et blanc. Et après, quand on arrive à l'utiliser, à la comprendre et qu'on habitue son œil à le faire, on va la traduire sur la couleur, pour justement jouer de la même façon sur cette couleur. Et après, plus d'amalgame entre la saturation, la teinte et les valeurs, parce que vous allez vraiment faire le distinguo entre tout ça. Mais le meilleur moyen de donner la profondeur de la lumière à vos teintes, c'est de comprendre les valeurs, c'est un indispensable. Autre erreur, utiliser trop de couleurs. Vous voyez venir, hein? On fait de l'abstrait, on aime la couleur, moi j'adore la couleur. Quand on commence, faut y aller doucement. Prenez 2 ou 3 teintes, jouez avec sur la toile, mélangez-les les unes aux autres, regardez ce qui se passe, amusez-vous, mais n'allez pas trop loin. Si vous mettez trop de peinture et en plus sur une seule couche dans le frais, ça va être catastrophique. Vous allez vous frustrer, vous allez sûrement avoir un résultat que vous ne voulez pas. Commencez doucement. Quelques teintes, regardez ce qui se passe et après, vous pourrez nourrir votre toile. Mais chromatiquement parlant, généralement, quand on apprend la théorie des couleurs, on va savoir subtilement choisir 2 ou 3 teintes sur un cercle chromatique. On s'abstiendra d'utiliser uniquement ces couleurs-là. Résultat très efficace. Vous enlevez votre frustration de l'apprentissage et vous aurez de superbes résultats. Erreur très récurrente, ne pas faire assez de couches. L'erreur du débutant par excellence. On utilise de l'acrylique, tiens, je mets un peu de bleu, je mets un peu de jaune, tiens, ça fait du vert, je rajoute du magenta, etc. Et doucement, les amis, doucement. L'acrylique, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle sèche très vite. Une première couche, un premier fond avec une seule teinte, ou avec 2 teintes, des mélanges, quelque chose de déstructuré, d'un peu grossier. Laissez sécher, travaillez après, petit à petit. Deuxième couche, troisième couche. En plus, vous allez pouvoir utiliser l'excellente technique des glacis de cette façon-là, et vous continuez, vous nourrissez, vous nourrissez, vous nourrissez. Prenez votre temps. Tout vouloir faire à la prima, bon, ça reste une technique qu'on peut faire au couteau, mais c'est peut-être pas le plus judicieux quand on commence. Allez-y doucement, essayez d'utiliser cette force qu'a l'acrylique, le fait qu'elle sèche très vite. Sinon, autant faire de l'huile. Ne pas prendre de recul. Là, soyez très attentifs, c'est quelque chose qui peut aussi tout transformer dans votre pratique. On est sur notre œuvre, on travaille, on est dans le détail, plus on avance et plus on va être dans des soucis de finition dans les détails, et au bout d'un moment on n'avance plus ou on avance mal. Prenez votre temps, si ça fait trop longtemps que vous êtes sur la toile et que vous voyez, vous commencez à bloquer un peu, ou vous commencez à vous questionner, arrêtez tout. Prenez du recul déjà dans un premier temps physiquement sur votre toile, c'est-à-dire toujours prendre 1 ou 2 mètres, moi je le fais systématiquement. Je recule, je fronce les yeux, ce qui me permet d'avoir une vue plus globale sur ma création, je rouvre les yeux, je reviens, ok, je corrige un peu. Mais surtout, là quand je parle de prise de recul, c'est pas ce petit recul, c'est le recul vraiment de quelques heures, voire idéalement de 24 heures. Ce recul de 24 heures, il va vraiment permettre de soulager votre hémisphère droit du cerveau sur votre créativité, de le soulager, de le calmer, et après vous allez revenir, il va être réinitialisé, vous allez regarder votre œuvre, vous allez dire « Ah ok, toutes les idées vont arriver ». Vous allez arriver avec un œil neuf, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, si c'est le cas, un petit pouce levé. Sinon faites-le, vous allez voir, c'est très efficace. Là, côté technique, oubliez vos pinceaux. À qui c'est pas arrivé? Vous travaillez avec 2, 3, 4 pinceaux, des spalters, et puis malheureusement, il y en a qui sont un peu sur le côté, qui commencent à sécher. Ou alors vous faites votre pause, comme je vous l'ai dit avant, et malheureusement, vous oubliez vos pinceaux.
Là, c'est quasiment irréversible. Quand ça va se mettre à se figer, c'est un polymère, c'est du plastique, ça, pinceau, ça va être compliqué de le récupérer. Donc bien sûr, vous prenez des récipients remplis d'eau avant de peindre. Chiffon, récipient, vous devez avoir tout ça autour de vous. Vous trempez votre pinceau quand c'est fini. Vous appuyez un peu, vous enlevez le trop plein de peinture qui est dans les fibres de votre pinceau, et vous le laissez, vous le réservez dans l'eau. Vous allez vous retrouver avec votre bocal plein de pinceaux. Quand vous avez fini votre session de peinture, à ce moment-là, vous allez tout laver correctement. Et vous verrez qu'en plus, ça sera beaucoup plus facile pour cette étape, l'étape du lavage. Maintenant, côté psychologique, il y a une erreur, c'est la peur de faire des erreurs. Quand on n'a pas trop l'habitude, si vous êtes en train de peindre, on a toujours peur de faire la bêtise, d'aller à l'endroit où il ne faut pas aller, de faire quelque chose qui ne correspondrait pas, de mettre un peu trop de noir, de glisser, Faites des erreurs. En fait, c'est super de faire des erreurs. C'est le meilleur moyen d'évoluer. Parce qu'en faisant des erreurs, vous allez vous rendre compte que vous allez faire les bonnes erreurs. Des choses qui font que, ah tiens, c'est pas mal là, j'ai laissé un peu d'eau partir sur ma teinte, ça fait quelque chose de sympa. Tiens, là, l'éclaboussure, il y a du dynamisme, il y a du mouvement, c'est sympa, tiens, je vais le garder. Vous voyez, toutes ces erreurs, ce lâcher prise, le fait de laisser votre créativité, de ne pas la brider, parce que quand on se dit non, je veux pas faire d'erreur, je veux pas faire d'erreur, vous frustrez, hein, cet hémisphère droit qui a envie, lui, de s'exprimer. Votre créativité, elle a envie d'exploser, et vous l'empêchez de le faire. Donc voilà, sans forcément parler de peinture lyrique, d'action painting, où là on va se lâcher, on va vraiment privilégier le mouvement, ok. Mais au-delà de ça, à moindre mesure, vous pouvez quand même vous lâcher systématiquement, pas être toujours frustré, bloqué, être trop dans le détail, parce que là, votre créativité, vous la gardez, vous la maintenez trop, et vous risquez de pas évoluer. Concentrez-vous vraiment sur le processus plutôt que le résultat final. Essayez pas de vouloir un résultat parfait. Votre tableau, généralement, même si vous avez les grandes lignes dans votre tête, il sera jamais exactement comme vous l'aviez prévu. Sinon, ça serait même presque triste ou dommage. Voilà, il y a toujours des effets de bord, des choses qui font que votre créativité, elle prend un peu le dessus, et là, vous allez avancer comme ça. Ensuite, vouloir le tableau parfait. Le mieux est l'ennemi du bien. Enregistrez bien cette phrase-là. Le mieux est l'ennemi du bien. Et après, tout ira mieux. On veut toujours la perfection. On veut le plus beau des tableaux. On veut qu'il soit parfait. La perfection, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est quelque chose d'intangible. Donc, vous cherchez à atteindre quelque chose qui n'existe pas. Vous allez une fois de plus vous frustrer en vous disant « Non, il faut que j'aille plus loin. Non, il y a un truc, il y a un détail. » Et j'en connais, malheureusement, certains artistes qui viennent me parler par le biais de cette chaîne, par exemple, qui me disent, et j'en suis sûr que vous en connaissez, vous êtes peut-être comme ça, hein, petit pouce levé si c'est le cas, qui me disent « Je sais jamais quand m'arrêter. Je sais jamais quand m'arrêter. Ce tableau, ça fait des mois qu'il est là. Je suis dessus, je continue. Ben non, je veux pas le vernir, parce que pour moi, il n'est pas fini. » Et certains sont bloqués, comme ça, tout le temps sur quelques toiles et n'avancent pas, ne passent pas à autre chose, ou parfois, et c'est encore pire, passent sur un autre tableau et disent « Bon, bah, je le finirai un autre jour. » Et du coup, ne finissent jamais ce qu'ils font. Parce qu'ils sont pas capables de dire à un moment « Stop, ok, ça me va. C'est bien, j'aime bien, stop, on arrête là. » À vous de juger ce moment-là, mais ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Arrêtez avec cette idée, cette volonté de perfection. Ça n'existe pas. Ensuite, se comparer aux autres artistes, aux autres créatifs, ça c'est une bêtise aussi. Dire bon ben, lui, il a plus de talent que moi, c'est plus joli, ça c'est mieux, il faudrait que je fasse ça comme ça, etc. Arrêtez, on n'est pas dans une compétition. Chaque artiste est unique. On est dans la créativité, on fait du créatif, on est dans de la pure subjectivité. Arrêtez de vouloir faire ce que les autres font. Faites votre truc à vous, vous êtes un artiste à part entière. Vous avez une identité qui est unique, une identité artistique. C'est la vôtre, elle vous appartient. Donc pourquoi se comparer à quelqu'un qui n'a pas la même que vous? Ça n'a aucun intérêt. Faites votre truc, arrêtez de vous comparer, ne vous frustrez pas avec ça, ça n'a aucun intérêt. Autre chose, avoir peur des avis. Souvent quand on commence, un peu moins après, ça dépend. Vous avez peur de montrer vos tableaux, donc vous les cachez. Moi, pendant longtemps, je les ai cachés derrière mon canapé. Il a fait que mon ami les trouve. Un de mes amis les trouve derrière mon canapé. Il me dit « Oh, c'est quoi ça ?» Je vous ai souvent raconté cette histoire. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur de montrer votre travail, de montrer vos œuvres. Parce que oui, vous faites des œuvres. Arrêtez de vous dévaloriser, vous êtes beaucoup à le faire. Et ça fait toujours d'avoir des avis. Quand je dis avis, c'est de voir les impressions de quelqu'un sur ce qu'il ressent sur votre toile, sans forcément d'avis. Après, un professionnel peut vous juger, peut vous donner des conseils constructifs pour vous aider à vous améliorer, mais là on parle de technique. Mais après, sur l'œuvre à part entière, et tous les grands artistes vous le diront, chaque œuvre est unique, vous faites votre truc, et on est dans la subjectivité, une fois de plus, donc les gens ne se connectent pas à ce que vous faites, mais c'est toujours intéressant d'avoir leurs avis, même si c'est subjectif, attention. Paradoxalement, là c'est le contraire, c'est orienter votre pratique en fonction des avis. Ça c'est une bêtise aussi.
On peut donner un avis, comme je vous ai dit, un ressenti, mais si quelqu'un vous dit « Ah non, ce tableau, tu devrais le faire plus grand, ah, tu devrais le faire avec du bleu plutôt que du vert, là, peut-être un peu de rouge, là, t'es peut-être allé un peu trop loin, là, t'es... » Et donc, vous vous dites « Ah, ok, je vais suivre ses conseils, un prochain tableau, je vais le faire plus grand, ah, je vais plutôt utiliser du rouge que du vert. » Vous êtes complètement en train de compromettre et de cracher, hein, littéralement, sur ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va décider de ce que vous faites. Vous imaginez, c'est horrible, c'est plus vous. Là, justement, votre style, votre identité artistique, vous lui mettez un gros coup de pied, là. Vous dites, bon, ben non, tant pis, je vais plutôt faire ce qu'on m'a dit de faire. Ça, c'est une mauvaise chose. Moi, je vais être honnête avec vous, quand je me suis lancé en tant que professionnel en 2013, au début, je voulais vendre des tableaux. Je voulais vendre des tableaux parce que je me disais, moi, je vais me prouver que je suis capable d'en vendre. Donc, quand je vendais un tableau rouge, je me disais, bon, les gens ils aiment bien le rouge, il faut que je fasse d'autres tableaux rouges. Stupide. Stupide. Même si j'avais pas envie de faire un tableau rouge, je faisais un tableau rouge. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Je vous le donne pour 1000, vous regardez votre œuvre et puis en fait ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas. Et puis ça va pas plaire aux gens, parce qu'il n'y aura pas eu l'émotion, l'intensité que vous avez habituellement dans ce que vous faites. Et n'orientez surtout pas votre pratique en fonction des avis. Et la dernière chose, c'est le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez décidé de faire de la peinture? Pourquoi faites de l'abstrait, de l'acrylique, du figuratif? Analysez cette chose-là. C'est parce qu'on vous a dit de le faire? Est-ce que vos amis le font? Est-ce que vous dites, bon, je vais faire des tableaux parce que ça a l'air de marcher, ça a l'air de... Ça peut être un métier sympa, tiens, je vais tester. Si c'est vos raisons, c'est une bêtise. Si par contre, en analysant, vous vous rendez compte que c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, dans votre trip, que vous avez envie de le faire, vous savez finalement pas pourquoi, mais que cette envie, elle est là, elle est forte. Quelle que soit votre légitimité, quel que soit votre niveau de peinture, vous avez envie de le faire, mais faites-le. Mais analysez ce pourquoi. C'est très intéressant. Regardez les raisons qui vous motivent, parce que des fois, malheureusement, j'en ai rencontré, certains me disent « J'ai plus trop envie de peindre, ça doit être passager. » Alors souvent, c'est passager, il y a des hauts débats, mais certains, des fois, pour eux, la peinture, l'acrylique, ou alors que ce soit le média ou le style, hein, que ce soit le style abstrait, figuratif, au bout d'un moment, des fois, ça ne leur parle plus, ils ont besoin de passer à autre chose. Et surtout, ne vous dites pas, par contre, que vous n'avez pas votre place, que vous n'avez pas votre légitimité. N'importe qui devrait avoir le droit de prendre un pinceau, de la peinture et de s'amuser. Le plus important, c'est de le faire avec le cœur, de se faire plaisir. Faites-vous plaisir. C'est de loin le plus important. Voilà, je finirai là-dessus. Je suis très heureux de vous présenter ma nouvelle formation, l'abstrait concret. C'est un succès, je suis vraiment très heureux. C'est une formation débutant intermédiaire où je vous prends par la main, je vous explique tout. C'est plus de 20 heures de contenu. C'est une plateforme en ligne avec plein de modules, plein de cours. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous mets le lien ici, je vous invite à découvrir. Et en tout cas, merci à vous pour tous vos commentaires, tout votre soutien. J'espère que cette vidéo vous l'aurez plu. Si c'est le cas, soutenez-moi, mettez un pouce levé pour que je continue à vous faire des vidéos dans le genre. Dites-moi, ça me permettra de savoir si vous avez aimé. Et j'attends tous vos commentaires en dessous de cette vidéo. J'adore voir vos commentaires et ça me fait très plaisir. Et puis je me sens un peu moins seul dans mon atelier, autant le dire. Voilà, merci mes amis, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!